Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne presque tous à un moment ou à un autre, le magnésium. Plus précisément, comment choisir la bonne forme? Parce que franchement, quand on est devant le rayon en pharmacie ou en magasin bio, c'est un peu la jungle, non? Citrate, bisglycinate, malate, marin, on s'y perd. Ah oui, c'est une vraie question. On sait que le magnésium est super important, mais choisir lequel prendre, c'est souvent un casse-tête. Exactement. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de clarifier tout ça. On va s'appuyer sur un guide assez complet de supernutrition qui date de septembre 2025 pour essayer de comprendre comment identifier la forme de magnésium la plus efficace et surtout la mieux adaptée à nos besoins spécifiques, que ce soit pour le stress, l'énergie, la digestion. Tout à fait. L'idée centrale, et le guide insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il n'y a pas un meilleur magnésium dans l'absolu. Le meilleur, c'est celui qui va répondre à un besoin précis, tout en étant bien assimilé, c'est la fameuse biodisponibilité, et bien toléré par notre système digestif. Biodisponibilité et tolérance. Ok, on tient nos deux mots-clés. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de formes différentes? Si c'est du magnésium, c'est du magnésium. Bien, pas tout à fait. Le magnésium, l'élément chimique Mg, il ne peut pas être absorbé comme ça tout seul par notre corps. Il est instable. Ah bon? D'accord. Oui. Pour être stable et pour que notre intestin puisse l'assimiler correctement, il doit être associé, lié à une autre molécule. On appelle ça un transporteur. Ça peut être un sel minéral, comme l'acide citrique dans le citrate, ou un acide aminé, comme la glycine dans le bisglycinate. D'accord, donc c'est ce transporteur qui fait toute la différence. Exactement, c'est lui la clé. Ce transporteur va influencer plusieurs choses. La vitesse à laquelle le magnésium va être absorbé, comment notre intestin va le supporter, et donc le risque d'avoir cet effet laxatif pas très agréable. Et ce qui est fascinant, il peut même orienter un peu les bénéfices. Comment ça? Orienter les bénéfices. Mais par exemple, si le magnésium est lié à la glycine, qui est un acide aminé connu pour être relaxant, ça peut renforcer l'effet anti-stress du magnésium. Si c'est lié à l'acide malique, qui participe à la production d'énergie, ça va plutôt cibler la fatigue. Je vois. C'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Du coup, ça nous ramène à nos deux critères. Biodisponibilité et tolérance. Expliquez-nous un peu plus. Alors, leur biodisponibilité, c'est simple. C'est la quantité de magnésium, en pourcentage, qui va réellement passer de notre intestin vers notre sang et ensuite arriver jusqu'à nos cellules pour y faire son travail. C'est le critère numéro un. Si on prend en magnésium avec une biodisponibilité de 5%, 95% repartent sans avoir servi à grand-chose. D'accord, Claire. Et la tolérance? La tolérance intestinale, c'est la capacité de notre système digestif à accepter cette forme de magnésium sans déclencher de troubles. Ballonnement, maux de ventre et surtout l'effet laxatif. Souvent, les formes qui sont mal absorbées restent dans l'intestin, attirent l'eau et paf, ça accélère le transit. Pas idéal si on cherche juste à se détendre ou à avoir plus d'énergie. Carrément pas. Donc l'équation, c'est est-ce que ça rentre bien dans mes cellules et est-ce que mon ventre le supporte bien? Bon, avec ces deux boussoles, on peut commencer à y voir plus clair. L'article de Supernutrition propose une sorte de classement, non? Des catégories. Oui, on peut schématiser un peu. Il y a les formes qu'on pourrait appeler les stars, celles qui ont une très bonne biodisponibilité et une excellente tolérance. Souvent des formes organiques ou chélatées. Chélaté, ça veut dire quoi ça? Chélaté, ça vient du grec kélé, la pince. Ça veut dire que le magnésium est comme pincé, protégé par des acides aminés. Ça le rend plus facile à absorber et beaucoup plus doux pour l'intestin. Le bisglycinate en est le meilleur exemple. D'accord. Et après les stars? Après, il y a les formes intéressantes mais spécifiques. Elles peuvent avoir une bonne biodisponibilité, mais une tolérance qui dépend des gens, ou alors un usage très ciblé. Le citrate est un bon exemple, bonne assimilation, mais potentiellement laxatif. Utile si on a un transit paresseur. Mhm. Et enfin, il y a les formes moins recommandables pour se supplémenter efficacement, celles dont la biodisponibilité est vraiment faible et qui sont souvent mal tolérées. Et là, on pense à l'oxyde de magnésium. On le voit partout celui-là. Exactement. L'oxyde, c'est le piège classique. Sur l'étiquette, ils affichent une teneur élevée en magnésium élémentaire, ce qui a l'air bien, mais en réalité, sa biodisponibilité est très très faible. La source parle de 4% environ.
Et il est connu pour être très laxatif. Donc, pour corriger une carence, c'est vraiment pas l'idéal. D'autres formes, comme le carbonate ou sulfate par voie orale, sont un peu dans la même catégorie. Ok, ça permet déjà de faire un premier tri. Maintenant, si on veut affiner, l'article met en avant un top 5, c'est ça? Les formes les plus pertinentes. Oui, c'est une bonne façon d'aborder les choses. 5 formes qui se distinguent vraiment selon ce qu'on recherche. Commençons par le bisglycinate. Vous l'avez déjà mentionné comme une star. Pourquoi ce succès? Le bisglycénate, il coche vraiment toutes les cases. Très haute biodisponibilité parce qu'il utilise les voies d'absorption des acides aminés qui sont efficaces et excellente tolérance, justement grâce à cette structure chélatée avec la glycine. Et la glycine apporte un plus. Oui, la glycine, c'est un acide aminé qui a des propriétés calmantes sur le système nerveux. Donc, le bisglycinate est particulièrement super pour le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil. C'est vraiment la forme polyvalente, sûre, bien tolérée, idéale pour une supplémentation de fond. Très clair. Passons au citrate. Le bon compromis avec un bémol. C'est un peu ça. Le citrate de magnésium, il a une biodisponibilité correcte, bien meilleure que l'oxyde, et il est souvent moins cher. Son point faible, c'est la tolérance. Il peut accélérer le transit. Donc, à réserver à ceux qui ont besoin d'un coup de pouce de ce côté-là. Oui, ou à ceux qui le tolèrent bien, tout simplement. Ça peut être un bon choix si on cherche un effet sur la constipation occasionnelle, en plus de l'apport en magnésium pour l'énergie ou les muscles. Mais si on a les intestins sensibles, prudence. D'accord. Ensuite, le malate. L'article dit que c'est l'ami des sportifs et des fatigués. Pourquoi? Alors, le malate, c'est du magnésium lié à l'acide malique. Et l'acide malique, c'est un acteur clé dans la production d'énergie au cœur de nos cellules, dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Ah oui, les cours de bio. Voilà. Du coup, cette forme est particulièrement intéressante pour combattre la fatigue, surtout la fatigue chronique, les douleurs musculaires, les crampes. On le cite souvent pour la fibromyalgie aussi. Sa biodisponibilité est très bonne et en général, il est bien toléré côté digestion. Intéressant ce lien direct avec l'énergie. Et pour le cerveau? Mémoire, concentration, le tréonate semble sortir du lot. Ah oui, le L-tréonate de magnésium, c'est une forme assez spéciale. Sa particularité, c'est qu'il est capable de passer la barrière hémato-encéphalique, La quoi? la barrière qui protège notre cerveau. Le tréonate arrive à la traverser plus efficacement que les autres formes. Du coup, il augmente les niveaux de magnésium directement dans le cerveau. Et ça sert à quoi d'avoir plus de magnésium dans le cerveau? Le magnésium est essentiel pour ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité de nos neurones à communiquer et à s'adapter. Donc, le tréonate est très étudié pour améliorer la mémoire, la concentration, l'apprentissage. Il y a même une étude de 2022 citée qui montre des bénéfices chez des adultes en bonne santé. Bluffant. Une sorte de magnésium intelligent. Et le dernier du top 5, le glycérophosphate. Son super pouvoir. Sa douceur, le glycérophosphate, c'est le champion de la tolérance digestive. Sa structure est un peu différente, on dit qu'elle est liposoluble, ce qui fait qu'il est absorbé très très doucement sans irriter l'intestin. Donc, idéal pour les estomacs et intestins fragiles. Exactement, c'est la forme à choisir si on est très sensible de ce côté-là ou si on a une hypersensibilité nerveuse. Sa biodisponibilité est bonne, peut-être un tout petit peu moins que le bisglycinate, mais sa tolérance parfaite en fait un excellent choix pour une utilisation sur le long terme, avec une bonne efficacité sur le stress et les fonctions nerveuses. Bon, on a un beau panorama avec ces 5-là. Essayons de récapituler pour aider au choix concret. Pour quelqu'un qui cherche surtout à gérer son stress, son anxiété, à mieux dormir. Alors là, 3 options principales. Le bisglycinate, en premier lieu, pour l'alliance magnésium plus glycine relaxante et la supertolérance. L'acétyltaurinate, qui combine magnésium et taurine acétylée, est aussi très ciblé pour l'anxiété, la sensibilité au bruit, à la lumière. Et pour les systèmes digestifs vraiment très sensibles, le glycérophosphate. Ok, si le problème c'est plutôt la fatigue, le manque d'énergie, les crampes, Là, sans hésiter, le malate. Son lien avec l'acide malique et la production d'énergie cellulaire en fait le candidat numéro 1 pour la fatigue physique et musculaire. et pour le confort digestif, c'est plus complexe j'imagine. C'est un magnésium qui ne perturbe absolument pas les intestins, même les plus réactifs. Le glycérophosphate est le plus sûr, suivi de près par le bisglycinate. Pour la mémoire et la concentration, on a vu le spécialiste. Le tréonate, oui. C'est vraiment sa niche grâce à son passage facilité vers le cerveau.
Le pidolate est parfois cité aussi. Il semble agir au niveau intracellulaire et sur le stress. Ça peut être une piste. Et un petit mot sur la sphère cardiaque. Une forme à privilégier. Le taurinate de magnésium, ou taurate, est souvent recommandé. Il associe le magnésium à la taurine, un acide aminé important pour la régulation du rythme cardiaque et la tension. Cette combinaison semble particulièrement bénéfique pour le cœur. Parfait. Une fois qu'on a choisi sa forme, est-ce qu'il y a des petits trucs pour que ça marche encore mieux? Oui, quelques conseils pratiques. D'abord, fractionner les prises. Le corps absorbe mieux le magnésium en petite quantité. Donc au lieu de prendre toute la dose d'un coup, mieux vaut la répartir en 2 ou 3 fois dans la journée. Idéalement pendant les repas, ça améliore aussi la tolérance. Et quelle dose viser? L'apport conseillé tourne autour de 300-350 mg de magnésium élémentaire par jour pour un adulte. C'est important de regarder sur l'étiquette ce chiffre-là, le magnésium élément. Il faut bien sûr adapter selon ses besoins, son alimentation, et ne pas surdoser inutilement. Un avis médical est toujours bon en cas de doute. On parle souvent de la vitamine B6 avec le magnésium. Oui, c'est un duo classique et efficace. La vitamine B6, c'est un peu la clé qui aide le magnésium à entrer dans les cellules. Beaucoup de compléments en contiennent déjà. La vitamine D est importante aussi pour le métabolisme du magnésium. Avoir de bons niveaux de B6 et de D, ça aide. Est-ce qu'il y a des aliments ou boissons à éviter au moment où on prend son magnésium? Oui, il faut faire attention à ce qu'on appelle les voleurs de magnésium. Le café, le thé noir, à cause des tanins, et les produits laitiers consommés en très grande quantité juste au même moment, à cause du calcium, peuvent diminuer l'absorption. Mieux vaut espacer la prise du magnésium d'au moins 2 heures avec ces éléments. Et bien sûr, le complément ne fait pas tout. Ah non, c'est essentiel de le rappeler. La base, ça reste l'alimentation. Les compléments, c'est un coup de pouce. Il faut continuer à manger des aliments riches en magnésium, le chocolat noir à plus de 70%, La bonne nouvelle du jour. toujours. Mais aussi les amandes, les noix de cajou, les graines de courge, les épinards, les lentilles. Une alimentation variée est la première source de magnésium. L'article répond aussi à quelques questions qu'on se pose souvent. Le magnésium marin, par exemple, c'est bien ou pas? C'est variable. Marin, ça sonne bien, ça fait naturel, mais c'est surtout du marketing. En réalité, c'est souvent un mélange qui contient pas mal d'oxyde ou de chlorure de magnésium, qui sont, on l'a vu, pas les plus biodisponibles ni les mieux tolérés. Donc, le conseil, c'est lisez l'étiquette. Quelle est la forme exacte de magnésium dedans? C'est ça qui compte. Peut-on mélanger plusieurs formes de magnésium? Oui, tout à fait. Ça peut même être une stratégie intéressante. Par exemple, prendre du malate le matin pour l'énergie et du bisglycinate le soir pour la détente. Ça permet de cumuler les bénéfices et de cibler différents moments de la journée. Et en combien de temps on peut espérer voir des effets? Ça dépend. Pour un effet sur le transit avec le citrate, ça peut être rapide, parfois 24 heures, mais pour les effets de fond sur le stress, le sommeil, l'énergie, il faut être un peu plus patient, le temps que les réserves se reconstituent dans les cellules. Comptez généralement 2 à 4 semaines de prise régulière pour commencer à sentir une vraie différence. Et pour finir, rappelons les formes à vraiment éviter si possible. Oui, clairement, les formes inorganiques comme l'oxyde, le carbonate, le sulfate par voie orale sont déconseillées pour la supplémentation à cause de leur faible absorption et de leur effet laxatif. Il faut absolument éviter l'aspartate et le glutamate de magnésium, car les transporteurs acide aspartique, acide glutamique peuvent être excitants pour le système nerveux, voire potentiellement neurotoxiques chez certaines personnes. Parfait. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Le message à retenir, c'est donc la personnalisation. Exactement. Il n'y a pas de réponse unique. La première étape, c'est d'identifier son besoin principal. Stress, fatigue, digestion, cognition. Ensuite, on évalue les options avec nos 2 boussoles, biodisponibilité et tolérance. Et on a vu que le bisglycinate est un excellent point de départ. Très polyvalent et bien toléré. Mais que pour des besoins spécifiques, le malate, le thréonate ou le glycérophosphate peuvent être encore plus performants. L'essentiel est de faire un choix informé. C'est tout à fait ça. Trouver la bonne clé pour sa propre serrure. Pour conclure, une petite réflexion pour aller plus loin. On a beaucoup parlé de la forme du magnésium, des cofacteurs comme la B6 ou la D, mais le corps humain, c'est une mécanique incroyablement complexe. Est-ce qu'on ne sous-estime pas l'influence d'autres interactions, peut-être moins connues,
entre différents minéraux ou vitamines sur l'utilisation finale du magnésium par nos cellules? C'est une excellente question, très pertinente. On sait qu'il y a des équilibres fondamentaux, par exemple entre magnésium et calcium, ou magnésium et potassium. Une carence en l'un peut affecter l'autre. Mais quid des interactions plus fines avec le zinc, le sélénium, d'autres vitamines B? Comment tout cela module l'absorption, le transport, l'utilisation du magnésium au niveau cellulaire? Il y a sans doute tout un réseau de synergie, mais aussi d'antagonisme, qu'on ne maîtrise pas encore totalement. La recherche a encore du travail pour décrypter cette symphonie micronutritionnelle complexe. Ça nous rappelle l'importance d'une vision globale de la nutrition. Une piste de réflexion passionnante. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur le monde du magnésium. Et merci à ceux qui nous ont suivis dans cette exploration.